Chers étudiants, bonjour. Bienvenue dans la continuité du cours autour de la didactique des langues et des cultures. Cette deuxième séance traitera en détail de l'approche communicative. Nous avons vu dans la première séance quelques éléments qui se rapportent aux concepts clés de la didactique des langues et des cultures et quelques méthodes d'enseignement, en l'occurrence la méthode grammaire-traduction, la méthode classique indirecte, traditionnelle indirecte, la méthode directe, la méthode Mao audio-oral, la méthode STAV socio-global audio-visuel. Cette fois-ci, aujourd'hui, on va parler en détail cette fois-ci sur l'approche communicative. Pourquoi l'approche communicative? Parce que c'est l'approche qui a fait une rupture avec les méthodes et les approches précédentes. On a déjà expliqué la notion de l'approche. Donc, approche, parce qu'on l'appelle approche communicative, parce qu'elle est basée sur plusieurs théories, en l'occurrence la sociolinguistique, la pragmatique, la linguistique énonciative, et bien sûr sur plusieurs théories d'apprentissage. Dans ce cours-là, nous allons traiter 4 types de conceptions. D'abord, la conception de la langue dans l'approche communicative, la conception de l'apprentissage dans l'approche communicative, la conception de l'enseignement dans l'approche communicative et bien sûr de la conception de la relation pédagogique dans l'approche communicative. Commençons par une petite présentation de cette approche et pour voir donc pourquoi cette approche constitue une rupture. D'abord, il faut dire que l'objet même de l'approche communicative a changé. Pourquoi? Parce qu'auparavant, l'objet, c'était la langue, c'était l'enseignement de la langue. Aujourd'hui, l'objet, c'est quoi? L'objet, c'est la construction d'une compétence de communication. Alors, selon Richard et Roger, 1986, les origines de l'approche communicative sont dues à la remise en cause de certains principes de l'approche situationnelle. Donc, je fais référence ici à l'approche Mao et l'approche SGAV. Ce sont des approches situationnelles. Les critiques aussi de Chomsky dans le générativisme contre le type de linguistique dont le temps allait troubler les principes de l'approche situationnelle et de la méthode audio-orale. Himes reprochait à Chomsky d'avoir négligé les aspects sociaux du langage pour s'en tenir qu'à une conception rendue pure de la langue, c'est-à-dire le locuteur idéal de Chomsky. Ce qui a initié bon nombre d'auteurs à se pencher sur la nature des conditions sociales de production du langage. Et du coup, aussi l'impact du contexte et de la situation de communication. Dans la pragmatique, Austin et Searle vont axer l'objet de leur réflexion sur le langage ordinaire, le langage de tous les jours, qui était conçu comme un instrument de communication. Bien sûr, donc c'est l'aspect performatif de la langue. La langue est faite pour agir sur l'autre, pour changer le monde. D'autres auteurs se sont penchés sur les aspects sémantiques du langage, sur ce qui a été désigné comme l'intention de communication, devenue synonyme de fonction langagière de Jacobson. La naissance de l'approche communicative est due à la convergence de quelques courants de recherche ainsi que l'avènement de différents besoins linguistiques dans le cadre d'une Europe élargie, le marché commun et le Conseil de l'Europe. Alors, quelle est la conception de la langue dans l'approche communicative? Il faut noter que les 4 habilités linguistiques peuvent être développées tout en dépendant des besoins langagiers des apprenants. Alors là, je vais m'arrêter pour revenir sur cette notion de compétence et sur cette notion de habilité linguistique. D'abord, la notion de compétence est une notion complexe.
Je fais référence ici à Edgar Morin, la complexité d'Edgar Morin, dans laquelle, donc une définition toute simple, la compétence, c'est la mobilisation de ressources internes et externes face à une situation problème. Donc l'apprenant, lorsqu'on le met dans une situation problème, donc il doit mobiliser certaines ressources internes, d'accord? Et bien sûr, on peut lui donner aussi des ressources externes pour l'aider, pour qu'il puisse résoudre cette situation problème, ce déséquilibre cognitif et ce conflit cognitif. Et du coup, donc, la compétence, c'est une notion qui est progressive. C'est une notion qui s'inscrit dans le temps. D'accord? C'est-à-dire que je peux être compétent aujourd'hui, mais T plus 1, je suis incompétent. Donc la compétence, elle est évolutive. Et la compétence, c'est une notion qui est abstraite, qu'on ne peut pas la mesurer. Mais ce qu'on peut mesurer, c'est la performance, c'est la mise en œuvre de cette compétence. Du coup, on peut citer, on dit un médecin compétent. Qu'est-ce qu'un médecin compétent? Un médecin compétent, c'est un médecin qui a accumulé une certaine expérience dans son domaine et qui peut, et ça c'est le plus important, et qui peut faire face à toute autre situation nouvelle. Donc, devant lui, il y a un nouveau patient ou une nouvelle situation, il va mobiliser toutes ses ressources internes, internes, et bien sûr, il peut chercher d'autres ressources externes pour qu'il puisse résoudre cette situation nouvelle, et on va dire, ah voilà, ça c'est un médecin, il est compétent. La même chose pour un chirurgien, donc il n'a jamais fait cette opération, donc, mais à travers ses ressources, tout ce qu'il a comme savoir-faire, savoir-être et savoir-apprendre, il peut l'utiliser pour résoudre cette situation. Alors, selon Himes, la compétence de communication, je reviendrai en détail sur ça tout à l'heure, donc c'est une compétence qui traite des habiletés, les 4 habiletés, en l'occurrence l'expression de l'oral, l'expression de l'écrit, la production de l'oral et la production de l'écrit. Alors, dans certains ensembles pédagogiques communicatifs, il arrive que l'expression de l'oral soit privilégiée, et ça, c'est par exemple la réception de l'oral soit privilégiée, et ça aussi, c'est par rapport à certains dispositifs pédagogiques. Dans d'autres ouvrages didactiques, on parle aussi de l'expression orale qui devrait dominer, qui devrait prendre l'intérêt. Et du coup, on parle de 4 habilités: l'expression orale, l'expression écrite, production orale et production écrite. Cela dépend aussi des intérêts, des désirs et des besoins des apprenants. Alors, la nature de la langue. Alors, dans l'approche communicative, la langue est un instrument de communication et d'interaction sociale. L'interaction sociale se fait à travers la langue et à travers la langue de communication. La compétence de communication est une composante qui se constitue d'autres composantes, par exemple la composante pragmatique, la composante linguistique, la composante socio-linguistique, la composante stratégique, et ainsi de suite. Selon Canal et Swain, 1980, les autres composantes sont la compétence sociolinguistique, comprenant une composante socioculturelle et une composante discursive, et la composante stratégique. Bien sûr, Canal il explique dans son schéma, comme vous allez voir, la compétence de communication. Il y a la compétence grammaticale, la compétence sociolinguistique, la compétence stratégique, et dans la compétence sociolinguistique, il y a la composante socioculturelle et la composante discursive. Et du coup, lorsque aujourd'hui, dans l'approche communicative,
le but, l'objectif principal de l'enseignement-apprentissage d'une langue, ce n'est pas la langue en elle-même, mais c'est plutôt de développer la compétence communicative chez l'apprenant avec toutes ces composantes, la composante linguistique, la composante sociolinguistique, la composante pragmatique, la composante discursive et bien sûr la composante stratégique. Un des principes de l'approche communicative est la connaissance parfaite des règles de la langue cible. La connaissance parfaite des règles de la langue cible ne permet pas de communiquer dans cette langue facilement. Je peux apprendre toute la conjugaison du monde, mais je suis incapable de l'utiliser en contexte, en situation. En d'autres termes, la connaissance des règles, du vocabulaire et des structures grammaticales est une condition nécessaire, mais non suffisante pour la communication. Pour bien communiquer, je dois maîtriser les règles, je dois maîtriser la grammaire d'une langue, mais j'ai besoin de mettre en œuvre cette grammaire dans le contexte. D'où l'importance de la composante pragmatique. Pour communiquer d'une façon cohérente dans une langue cible, il faut avoir une bonne connaissance des règles d'emploi de cette règle, c'est-à-dire la composante socio-linguistique, les normes de politesse, les règles socio-linguistiques, voilà, les registres de langue. Tout ça, c'est nécessaire pour bien communiquer dans une langue cible, c'est-à-dire l'emploi de telle ou telle forme linguistique dans la situation adéquate, la personne convenable, l'intention de communication. Est-ce que c'est pour persuader, pour convaincre, pour donner des ordres ou bien pour faire une prière ou une demande? Ajoutons à cela que les tenants de l'approche communicative considèrent qu'une connaissance efficace implique une adaptation des formes linguistiques. D'abord, une adaptation à la situation de communication. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette adaptation? C'est adaptation à la situation de communication et à l'intention de communication. La situation de communication, c'est-à-dire le statut de l'interlocuteur, l'âge, le rang social ou bien le lieu physique, mais bien sûr à l'intention de communication, l'acte de parole, demander, ordonner, donner ou bien faire une prière, ainsi de suite. On parle de la double dimension adaptative de la langue. Ce schéma, comme vous avez vu, représente la double dimension adaptative à l'intention et à la situation de communication. Maintenant, quelle est la part de la culture dans l'approche communicative? On a vu que dans les approches et les méthodes précédentes, la culture a été négligée, reléguée au deuxième degré. Oui, pour une raison, pour une autre. Alors, dans l'approche communicative, la culture fait référence à la vie quotidienne en tenant compte de comportements non verbaux qui accompagnent toute communication verbale. Ceci dit que dans l'approche communicative, la culture est présente par rapport à la dimension socio-linguistique et socio-culturelle d'une compétence de communication. Maintenant, on va parler de la conception de l'apprentissage. Nous avons vu d'abord la conception de la langue, compétence de communication, les composants de la compétence de communication selon Canal et Swain. Et maintenant, on va voir la nature de l'apprentissage. Comment l'approche communicative conçoit l'apprentissage. D'abord, il y a la linguistique générative. L'apprentissage d'une langue cible était basé essentiellement sur la formation d'un ensemble d'habitudes. Il était plus orienté par des mécanismes externes, c'est-à-dire par imitation d'énoncés. Donc, on fait référence à l'approche situationnelle. Bien sûr, en faisant aussi référence à la psychologie cognitive. L'apprentissage d'une langue cible se fait surtout par la contribution de l'apprenant, non par imitation. En effet, ce dernier sera amené un jour
à produire des énoncés qu'il n'avait jamais entendus auparavant, d'où cette notion de compétence de communication. C'est-à-dire, il va mobiliser ses ressources internes et externes pour produire un nouvel énoncé. C'est pour cela que l'apprentissage d'une langue est principalement axé sur l'assimilation des règles permettant de produire des énoncés nouveaux au lieu de répéter des suites de phrases déjà entendues dans l'environnement extérieur. D'où ici la notion d'un apprenant actif, un apprenant qui agit, qui construit son apprentissage à travers des conditions, à travers une situation problème. Prendre compte, bien sûr, de la participation de l'apprenant à son propre apprentissage. Comment l'apprenant interprète non seulement l'information qu'il reçoit, mais aussi la manière dont cette information a été traitée. Et ici, on va parler des schèmes, on va parler de la composante stratégique. On explique aussi parfaitement comment l'apprenant contribue à son propre apprentissage par différents schémas. Donc, comme on l'a dit, donc l'apprenant, ici dans l'approche, dans la conception de l'apprentissage, bien sûr, on conçoit l'apprentissage à travers une action active de l'apprenant pour qu'il puisse construire son propre apprentissage à travers, bien sûr, le changement des schèmes. D'accord? Le changement du schème, et on s'inscrit aussi dans la théorie du constructivisme, et bien sûr, par la suite, le socio-constructivisme. Qu'est-ce qu'on veut dire par un schème? Alors, le schème est une unité abstraite qui est l'organisation d'une action. Les schèmes dans l'apprentissage des langues interpellent surtout les connaissances déjà acquises auparavant par l'apprenant, tout ce qui est en relation avec le monde, c'est-à-dire les différentes étapes de situations et scénarios qui forment la vie quotidienne. Les schèmes peuvent parfois faire obstacle à l'apprentissage, puisqu'on remarque que l'aspect culturel de l'apprenant ne coïncide aucunement avec les schèmes. Aussi, un apprenant ne peut en aucun cas devenir ou prédire les schèmes d'une situation qu'il n'a jamais rencontrée. Et du coup, l'apprenant, dans l'approche communicative, a de nouveaux rôles. D'abord, il a le rôle de communicateur. Il a le rôle de partenaire dans l'apprentissage. Et il a le rôle de l'apprenant. Donc, l'apprenant est en grande partie responsable de son propre apprentissage. Le rôle de l'enseignant est moins directif et surtout moins autoritaire que dans les approches traditionnelles. Ce n'est pas lui qui détient le savoir, mais c'est lui qui oriente. Alors, récapitulons cette première partie. L'approche communicative met l'accent surtout sur les processus que sur le produit de la communication. Arrivons maintenant à la troisième partie, c'est la conception de l'enseignement. Comment se manifeste l'enseignement dans l'approche communicative? D'abord, le rôle de l'enseignant. Avec l'avènement de l'approche communicative, les rôles de l'enseignant ont été diversifiés. Plusieurs auteurs se sont penchés sur la question, mais le rôle de l'enseignant varie en fonction de chaque auteur. On peut parler d'un enseignant modèle, un enseignant facilitateur, un enseignant organisateur des activités de la classe, un enseignant conseiller, un enseignant analyse des besoins et intérêts des apprenants. Les rôles de l'enseignant de la langue cible, suivant le programme, par exemple, du ministère de l'Éducation, on peut parler de développer chez l'apprenant une attitude positive face à l'apprentissage de l'emploi. Donc, pour cela, l'enseignant doit mettre l'accent sur le message plutôt que sur la forme, encourager l'apprenant et apprendre des risques lorsqu'il s'exprime en langue cible. Ceci dit que voilà
aujourd'hui, dans l'approche communicative, ce n'est pas la forme qui prime, mais c'est plutôt le message. Il faut pousser les apprenants à parler en langue cible et ne pas s'arrêter sur la composante linguistique qui est primordiale certainement, mais qui n'est pas prioritaire au début de l'apprentissage d'une langue cible. Bien sûr, l'enseignant il doit créer un environnement linguistique riche et varié afin de permettre à l'apprenant d'émettre ses propres hypothèses et de créer ses propres énoncés. L'énoncé doit être un modèle dans la façon de communiquer, de parler, d'utilisation de la langue cible, un facilitateur à travers quelques gestes professionnels, en l'occurrence les taillages, et un guide, par exemple, à l'image des parents vis-à-vis de leurs enfants, au niveau culturel et au niveau aussi de comportement en classe pour les aider à l'acquisition de la langue cible. Donc, on peut comparer cette notion de guide comme les parents pour l'acquisition de la langue maternelle. L'enseignant aussi doit rendre l'apprentissage signifiant. Et ça, c'est le premier ajout de l'approche communicative, c'est-à-dire que dans l'approche communicative, l'enseignement est signifiant, c'est-à-dire à partir des textes authentiques. J'utilise les guillemets parce que dans la perspective actionnelle, on va changer cette notion de l'authenticité. Parce que dans l'approche communicative, lorsqu'on parle de textes authentiques, je fais référence à des extraits de romans, à des extraits de journaux, à des extraits de documents qu'on trouve partout. Mais dans la perspective actionnelle, on va aller plus loin dans l'authenticité, va vers des extraits des extraits de médias, des extraits des menus de restaurants, ainsi de suite. On reviendra en ça lorsqu'on parlera de la perspective actionnelle.